Mesdames et messieurs, vous êtes dans le 13h de RTI 1. Bonjour et bienvenue. Il faut à tout prix rompre la chaîne de contamination du virus Ebola. C'est la mission que se sont assignées les autorités sanitaires. Le ministre Pierre Demba était hier sur le terrain de la vaccination pour constater son effectivité et son bon déroulement. L'objectif à atteindre, c'est vacciner 2000 personnes en 3 jours. Souvenez-vous, dans la dernière semaine du mois de juillet, un foyer de maladie de volaille a été signalé à Grand-Bassam, zone de Mondoukou. Après confirmation d'une crise sanitaire liée à la grippe aviaire, l'on procède à l'abattage de centaines de milliers de volailles. Hier encore, on en a tué et enfoui plusieurs milliers. Le gouvernement nigérien a décrété à partir de ce mercredi 18 août un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils par des djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, proche du Mali. Le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Avant de développer ces titres, sachez que le début des travaux de construction du métro d'Abidjan, c'est pour bientôt. Ils vont démarrer effectivement dans les prochains jours. Mais avant le top départ, le Premier ministre Patrick Achi a tenu à se rendre sur les rails de la ligne du futur métro d'Abidjan. Cela pour voir de près l'étendue du chantier. Alexis Ouedraogo était sur place pour RTI. Des passagers spéciaux ce mardi à la nouvelle gare d'Anyama. Le Premier ministre Patrick Achi, à ses côtés les ministres de la Communication, de la Construction et du Transport. Un peu plus d'1 heure de travail sur les rails pour prendre la pleine mesure du chantier du métro d'Abidjan qui entre dans sa phase active. Sur instruction de M. le Premier ministre, on est en train de mener des réflexions avec le ministre de la Construction et les autres ministres concernés pour qu'il y ait une dimension beaucoup plus sociale en matière d'urbanisme, pour développer autour du métro de nouvelles villes. De nouvelles villes qui pourraient bien prendre en compte une problématique actuelle, celle du décongestionnement du Grand Abidjan. Aujourd'hui, les possibilités que nous avons d'extension de la ville d'Abidjan, c'est Benjerville, c'est Songon, c'est Anyama et c'est Bassam. Donc c'est la périphérie de la ville d'Abidjan. Et à l'intérieur de la ville d'Abidjan, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de possibilités. Alors que là, nous nous rendons compte qu'avec ce projet, nous pouvons tout à fait dégager du potentiel de construction dans la ville d'Abidjan. Donc c'est dans l'intérêt des populations qui seront plus proches, qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Long de 37 km, le métro d'Abidjan, au-delà de l'impact sur la fluidité routière, devrait booster l'économie des communes-gares. Et leurs premiers magistrats en ont pleinement conscience. Je pense que l'impact sera très important pour la population d'Anyama. Le projet du métro va nous apporter d'abord le développement. Parce que ça va créer des emplois. Ça va nous permettre aussi de moderniser un tant soit peu notre commune en termes de logement, en termes de structures commerciales, puisqu'Adjamé est une commune de commerce. Avec le démarrage imminent des travaux suite aux phases d'identification du tracé et des gares, l'heure est à la libération des emprises. Nous sommes venus avec bien sûr les ministres concernés, le ministre du Transport, le ministre de la Construction, mais également avec les maires qui ont sensibilisé les populations pour que les choses se fassent de la manière la plus humaine possible. Mais également regarder à travers ce projet avec le ministre de la Construction et de l'Urbanisme le côté aménagement urbain, réaménager avec des logements sociaux, avec des logements à loyer modéré, en phase et en adéquation avec la qualité et les standards du métro qui vont être mis à disposition. Pour le chef du gouvernement, ce projet va transformer la capitale économique ivoirienne. Beaucoup de populations, vous allez vous rendre compte qui aujourd'hui privilégient d'autres quartiers, vont s'orienter vers Anyama, Abobo, parce que naturellement, avec ce métro, ils sont à pratiquement 10-15 minutes et d'Adjamé, et du plateau, et de Port-Boué. Donc c'est un projet majeur et il était important qu'avec les ministres, on fasse une dernière visite avant que les acteurs opérationnels sur le terrain véritablement se mettent à l'œuvre.
Donc aujourd'hui, on est extrêmement satisfait. Ce n'est pas uniquement un métro qu'on construit, mais c'est véritablement la ville qu'on transforme. Ça va être l'un des projets phares, je crois, au cours des 5 prochaines années parmi les réalisations du président de la République. Le trafic du métro est prévu dès le démarrage à 500 000 passagers par jour, transportés par environ 20 rames qui circuleront toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Le tronçon de 37 km lui reliera Ayama à Port-Boué en 50 minutes. Pendant que se faisait ce voyage sur les rails du futur métro d'Abidjan, les autorités sanitaires ivoiriennes, elles, continuent de vacciner contre le virus Ebola. Hier, lors de la journée de vaccination, les autorités se sont donc concentrées sur un quartier d'Abidjan, à Alakro, à Cocody, où la jeune Guinéenne est passée avant d'être hospitalisée. La jeune Guinéenne, donc de 18 ans. Selon le ministre de la Santé présent sur place, l'ambition est de vacciner 2000 personnes en 3 jours. Il en manque 1300 à vacciner en 24 heures pour les atteindre. Salima Toudia. Au quartier Alakro, dans la commune de Cocody, les habitants ont appris la nouvelle du premier cas confirmé d'Ebola en territoire ivoirien. La patiente en question est une habitante du quartier. J'ai donné l'ordre à mes jeunes d'annoncer la maladie à la population d'Alakro, de venir faire vacciner. Donc c'est ce qui a été fait ce matin. La solidarité demeure. Les populations ont été rassurées de l'état de santé de la patiente qui est à ce jour stable. Pierre Dimba, sur le terrain, est venu constater de visu la séance de vaccination des cas contacts. Oui, mais c'est ici qu'a atterri la patiente. Dès qu'elle est arrivée à 20h à la gare d'Agamé, son conjoint étant ici, donc c'est ici qu'elle a séjourné, c'est d'ici qu'elle est allée à l'hôpital. Donc toutes ces personnes qui l'ont côtoyée doivent faire l'objet d'observation, mais c'est pour ça que nous les vaccinons pour les protéger. L'objectif est de rompre la chaîne de contamination pour éviter que cette maladie se propage. La barre des cas contacts vaccinés continue d'augmenter. Ah oui, aujourd'hui on va franchir la barre de 500 personnes vaccinées. Ici on vaccine au CHU, on vaccine à Treichville, mais il y a d'autres quartiers d'Abidjan où d'autres passagers sont allés et donc les vaccinations se poursuivent dans ces cas. Le ministre a également visité les services d'urgence du CHU de Cocody, puis la clinique de Marcory, où le personnel soignant contact a été rassuré quant à la prise en charge par le gouvernement. Le virus Ebola, mortel. Il faut se protéger, appliquer les gestes barrières. C'est pareil comme le coronavirus, cet autre virus qui, lui, malmène le monde depuis de nombreux mois aujourd'hui. Le monde enregistre à ce jour 209 millions de malades Covid avec 4,38 millions de morts. En Côte d'Ivoire, le tableau est celui-ci. 52 583 cas confirmés depuis le début de la pandémie avec 365 décès. Rien qu'hier mardi, 2 personnes sont mortes de Covid-19 et 160 autres ont été contaminés. On ne le dira jamais assez, lavons-nous les mains fréquemment, portons les masques de protection et puis faisons-nous vacciner. On sera protégé et on protégera les autres. On lutte pour éviter la propagation du virus Ebola, on lutte pour freiner l'avancée du coronavirus, mais on lutte également contre la grippe aviaire. Vous le savez peut-être, un foyer de maladie de volaille a été signalé en juillet à Mondoko, dans le sud Comoé. Hier mardi, l'on y a procédé à l'enfouissement de milliers de poulets tués. Ce sont au total 5 fosses de plus de 12 mètres de long et 3 mètres de large qui sont prévues pour accueillir les poulets abattus. Walter Amadou Ouattara revient de Mondoko à Grand Bassam. Après la confirmation par les services vétérinaires d'un cas de grippe aviaire à Mondoko dans la commune de Grand Bassam, une opération d'abattage a débuté lundi et se poursuit en ce moment. Cet abattage concerne une 50aine de fermes touchées par la maladie dans un rayon de 3 km. On n'a plus de poulets dans la ferme encore. Sur 14 000, c'est 4 900 et quelques. Hier, ils sont venus les abattre. L'opération est possible grâce à une sensibilisation sur les conséquences sanitaires de la grippe aviaire menée par les autorités préfectorales, sanitaires et municipales. La sensibilisation, c'est fait de la sorte que chaque chef de communauté
chaque village et chaque responsable de ferme, même les volaillers, sachent qu'il y a la maladie qui est là et qu'on fasse de la sorte que ça ne puisse pas atteindre la population. Parce que c'est une maladie qui tue, en fin de compte, quand c'est négligé. Plus de 103 000 volailles vont être abattues, même si les opérateurs du secteur vont recevoir des indemnisations après avoir dûment rempli une fiche. Les fermiers et les employés touchés directement ou indirectement restent anxieux pour la suite de leur activité. Un poussin coûte 550. Tu as l'entretenir qui va devenir un poulet là. C'est de fortes dépenses. Vous vous imaginez 2200 poulets et puis tu peux rien. C'est pas bon. Bon, ici j'emploie 2 personnes, c'est-à-dire 2 fermiers. Bon, on ne peut pas les payer, il prend l'argent pour les payer. En attendant plus d'éclaircissements sur l'origine de la présente crise de grippe aviaire, les autorités travaillent en synergie pour la gestion du foyer. Les investigations sont toujours en cours. La zone est quand même entourée par des plans d'eau où beaucoup d'oiseaux migrateurs se reposent. La deuxième source aussi possible, c'est le commerce. Le Ghana, qui a fait la maladie il y a plus de 2 semaines. Et il y a le Mali, une semaine avant, qui avait fait aussi la maladie. Donc on a 2 pays limitrophes qui ont été atteints par le virus. Donc les échanges commerciaux aussi peuvent être à l'origine. Une opération d'abattage a lieu en ce moment pour abattre tous les élevages de ce foyer-là. Les opérations d'abattage ont commencé hier. Effectivement, nous étions déjà à près de 23 000 volailles abattues. 7 km autour du foyer, nous avons ce qu'on appelle la zone de surveillance. Cette zone de surveillance est mise sous surveillance pendant 21 jours. Voilà. Et si à la fin de ces 21 jours, nous n'avons plus aucun cas de maladie, alors le préfet pourra lever l'arrêté portant déclaration de la maladie. Toutes les procédures de police sanitaire qui permettent d'éteindre le foyer sont en cours. Et tout se passe bien. La Côte d'Ivoire a déjà été affectée par la grippe aviaire en 2006, 2015 et 2017. La grippe aviaire est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux. La transmission du virus se fait de l'animal à l'homme. Les fermiers et les cuisiniers qui manipulent l'animal contaminé sont les plus exposés. La lutte, c'est à plusieurs niveaux en Côte d'Ivoire. Outre les virus, on se bat aussi contre la malnutrition. Hier, le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance a organisé une rencontre pour recueillir les interventions, les projets et les données sur les interventions sur la nutrition. C'était à Cocody, en présence de notre reporter Astou Touré d'Agnogo. Le gouvernement a identifié la lutte contre la malnutrition comme une priorité dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le développement économique. Afin de résoudre cette problématique multisectorielle, le gouvernement, à travers le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, veut intensifier la lutte. La nutrition a un lien avec la lutte contre les maladies tropicales négligées, qu'on appelle communément les vers intestinaux. Et donc, ces vers intestinaux-là sont responsables d'anémie chronique. Donc, qui dit anémie chronique parle de malnutrition. Et donc, dans le cadre des interventions de lutte contre les maladies tropicales négligées, ce projet-là, en fait, met un accent particulier sur la lutte contre ces vers intestinaux-là. Un diagnostic est en train d'être réalisé par les différents secteurs, y compris les ONG, dans les domaines de la nutrition et le développement de la petite enfance. Des informations qui permettront au CONAPE d'alimenter ces données. En vue de garantir donc la participation de chaque acteur, un cadre commun de résultats définissant le rôle pour chaque acteur a été élaboré et annexé au plan multisectoriel de nutrition. Le secrétaire exécutif entend donc répertorier toutes les interventions, les différents projets et les données relatives à la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance au niveau national, et ce, sur la période 2016-2020. Une rencontre qui a permis de faire l'état des lieux de la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est frappée par la malnutrition malheureusement. Donc la situation est suivie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous menons toutes les activités afin de ne pas passer dans une situation critique au niveau de la malnutrition en Côte d'Ivoire. Sur la période 2016-2020,
quelles sont les interventions de nutrition qui ont été menées afin de pouvoir avoir toutes les données, toutes les interventions, tous les résultats, afin d'actualiser les indicateurs, la situation nutritionnelle. Environ 50 personnes prennent part à cet atelier. Allons-y maintenant à Kouto, dans la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 700 km d'Abidjan. Sur place, les villages Sanaoulé et Ziasso ont été connectés au réseau électrique national. Ils portent ainsi à 91% le taux d'électrification de la région. Vous allez le voir, c'est le ministre Bruno Koné-Nabagné qui a pressé le bouton pour la mise sous tension de ces localités pour le grand bonheur des populations. Effervescence rythmée d'hommage au président Alassane Ouattara à Ziasso, département de Kouto. À l'origine, l'avènement de l'électricité à travers cette mise sous tension du village par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Pour les 3000 âmes, en effet, en plus de les sorties de l'obscurité, le courant vient déclencher le développement de leur localité. À part de courant, on peut faire du commerce. Aujourd'hui, on vend l'eau glacée à Ziasso, on vend la glace à Ziasso. C'est déjà un atout. Et beaucoup de choses aujourd'hui se font avec l'électricité. On ne fait que remercier le président Alassane Ouattara parce que son programme de gouvernement, c'était pour 500 âmes, il faut du courant. Nous sentons aujourd'hui les actions du président Alassane Ouattara. Autre localité, Sanaoulé, toujours dans le département de Kouto. Même liesse populaire pour saluer l'électrification du village et dire sa reconnaissance au chef de l'État et son gouvernement. Et ce n'est pas de trop, selon les élus et cadres de la Bagoué, notamment le président du conseil régional, les ministres Mariatou Koné et Bruno Nabagné-Koné. Ziasso et Sanaoulé portant à 91% le taux d'électrification de la région. Boundiali, nous sommes à 58 localités sur 66. Kouto, nous sommes à 41 localités sur 45. Et à Tengrela, nous sommes à 52 sur 55. Sur 166 localités, nous avons 151 localités électrifiées. Ça fait 91% de localités électrifiées dans la région de la Bagoué. À cette fête de la lumière sont honorés les artisans de l'avènement de l'électricité, donc du développement à Ziasso et Sanaoulé. Ici, le ministre de la Construction procède à l'installation officielle du nouveau chef du village, puis remet, comme à Ziasso, 1 million de francs CFA à 2 femmes pour la création d'activités génératrices de revenus. Une façon pour Bruno Nabagné-Koné de poursuivre sa volonté de contribuer à l'épanouissement des populations de la Bagoué. Un reportage signé Léon Brokwame de la station régionale RTI Bouaké. Du côté de Guitry également, l'heure était à la fête. Là-bas, dans la sous-préfecture de Yokoboué-Lozois, en plus de l'électricité, les populations ont bénéficié de quelques kilomètres de bitume. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kwaku, fils de la région, les a exhortés à continuer de cultiver le vivre ensemble. Les précisions de Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Route Yokoboué-Lozois, hier, très difficile d'accès et aujourd'hui en voie de bitumage. Les motos et automobiles n'auront plus du mal à l'emprunter. Les travaux de bitumage amorcés par le gouvernement avancent à grands pas. Un véritable ouf de soulagement parce que vraiment, quand nous remontons un peu le fleuve de notre passé, il faut dire que c'était un peu difficile. Personne n'a pensé qu'un jour Yokoboué allait avoir du goudron. Et aujourd'hui, on constate que vraiment c'est chose faite. Vraiment, c'est merveilleux. Nous, on ne regarde plus les partis politiques, mais on regarde le développement. Outre le bitumage des rues de Yokoboué, d'autres réalisations sont visibles. Les populations en quête de mieux-être ont désormais l'eau potable, les quartiers périphériques électrifiés et le centre de santé urbain doté de 2 ambulances médicalisées. Le plateau technique ne nous permet pas de prendre beaucoup de pathologies en charge. Ça fait que depuis que ces 2 ambulances sont là, nous avons déjà fait beaucoup d'évacuations avec des cas graves au niveau de la maternité. Quand il s'agit du bassin dystocique, on évacue tous nos malades. Et les 2 ambulances nous aident beaucoup. Le développement est donc visible dans la cité. Aboutissement de l'action des cadres qui œuvrent pour sortir cette circonscription administrative de sa léthargie. Une action menée de main de maître par Nadine Nieba, élue et fille de la localité. Quoi de plus normal que célébrer ce développement amorcé? Je demande à ce que tout le monde soit uni
Au-delà de nos différences ethniques, politiques, je souhaiterais que nous nous mettions ensemble pour pouvoir développer notre région. C'est ça le plus important et c'est ce que le président Alassane Ouattara souhaite. Défilé de femmes en tenue de la tradition Dida et danse du terroir. Bref, la culture au rendez-vous dans une ambiance où les populations démontrent leur goût pour le vivre ensemble. Nous fêtons le développement. Vous voyez que les principales rues de Yokobwe sont bitumées. Il y a en construction un marché moderne. Il y a également une nouvelle gare en construction. Donc lorsqu'on arrive à Yokobwe, on sent déjà le développement. Pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans, il n'y avait pas d'eau potable. Il y a de l'eau potable et c'est ça que nous sommes venus magnifier. Dire merci à Madame la députée, dire merci au président de la République. Vous avez vu cette grande mobilisation de toutes les populations dans leur diversité. Vous voyez là, il y a des allochtones, il y a des autochtones, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a tout le monde. Et c'est ce que nous recherchons. L'union des cadres du Grand Divo, qui n'a pas voulu se faire compter ce moment, et les populations de Yokobwe-Lozoa marquent ainsi leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les actions de développement de leur localité. On va à présent rejoindre notre correspondant dans l'Indénié Djoablin. Herman Niamian nous rappelle qu'après l'effort vient la récompense. Les 40 meilleurs élèves de la région viennent d'être récompensés par le conseil régional. Une manière de promouvoir l'excellence et inculquer le goût du travail bien fait aux élèves. Suivons son compte rendu. Ils sont 37 élèves du CM2 à la terminale et 12 autres des filières du brevet de technicien qui ont été primés au cours de cette journée d'excellence. Organisée par le Conseil régional de l'Indénié-Djoablin, cette cérémonie, qui est à sa 6e édition, vise à créer une saine émulation entre les élèves et de leur donner le goût de l'effort, condition sine qua non de la réussite. L'organisation de cette cérémonie s'inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités de notre pays de faire de la culture de l'excellence un état d'esprit partagé par l'ensemble de nos concitoyens. Les lauréats ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des enveloppes et plusieurs autres présents. 3 prix spéciaux ont été décernés, à savoir le prix de la meilleure jeune fille parrainée par la 2e vice-présidente du conseil régional, Broukuya Marguerite, attribué à Kobi Amena Grace en classe de terminale C au lycée moderne d'Abengourou. Le super prix Pascal Abina Kwaku du meilleur des meilleurs a été arraché par Boumou Diedi en classe de terminale D au collège catholique Notre-Dame de Toute-Grâce d'Anglekrou avec 298 points obtenus au baccalauréat session 2021. Par cette reconnaissance, nous nous engageons à mieux faire davantage dans la suite de notre parcours scolaire pour certains et expérimentants pour d'autres. Cette initiative, c'est cette Côte d'Ivoire solidaire. La solidarité, c'est pouvoir, pour ceux qui ont bénéficié à un moment donné de l'appui de l'État pour un cursus dans l'éducation et qui aujourd'hui se retrouvent à des postes de haute responsabilité, de donner un peu de leur temps, un peu de leurs moyens pour aider les jeunes. La 6e édition de la journée d'excellence terminée, les initiateurs entendent apporter de nombreuses innovations l'édition prochaine. C'est une révolution dans la fluidité routière, une application mobile pour les automobilistes impliqués dans un accident de la circulation. Les infortunés pourront y trouver des informations utiles, notamment les numéros des agents de constat les plus proches. Pour en profiter, vous n'avez qu'à télécharger Amuga Mon Constat, une application développée par l'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan. On en sait plus avec Dangui Dangui. Les véhicules à Abidjan passent 3 à 4 heures de temps dans l'embouteillage par semaine, selon les chiffres officiels. La facture de ces embouteillages est estimée à plusieurs milliards de francs CFA, selon la même source. Présentée ce mardi aux forces de l'ordre, l'application mobile dénommée Amuga Mon Constat promet de réduire le temps d'intervention des agents en charge des constats lors des accrochages ou accidents de la circulation à l'origine de la plupart des embouteillages. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a un accident, pour que l'usager puisse avoir accès, n'est-ce pas, à un agent contestataire, c'est la croix et la bannière très souvent. Et donc, on a mis en place cette plateforme-là qui permet, à travers un clic sur son portable,
n'est-ce pas, d'avoir accès rapidement aux adresses des commissariats les plus proches. L'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan a par ailleurs remis une 50aine de motos aux forces de l'ordre des 19 communes du Grand Abidjan pour permettre aux agents en charge des constats de se rendre rapidement sur les lieux d'accrochage ou d'accident. Il y a certains lieux, certains services de constat qui sont très éloignés des lieux d'accident. Donc ces motos vont nous permettre de faire des prépositionnements, c'est-à-dire de les mettre dans les positions avancées pour pouvoir réduire le délai d'intervention, le délai de réaction des populations en vue de faire rapidement le constat, dégager les véhicules et rendre la circulation assez fluide. L'autorité de la mobilité routière dans le Grand Abidjan inscrit ses investissements d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte pour plus de fluidité routière et contre les accidents de la circulation. À Katiola, on a célébré la 7e édition du Festipom, Festival de la poterie et de la culture Mangoro. On parle là d'une plateforme d'échange pour la promotion des us et coutumes Mangoro, une communauté connue pour la dextérité de ses femmes en matière de poterie. Et direction Katiola, suivons le guide Kwadio Kwame, RTI Boaké. Depuis l'âge de 5 ans, Koulibaly Karijata pratique la poterie sa dextérité. Façonner l'argile pour donner à la pâte une forme agréable à vue d'œil est une tradition. Le travail de l'argile est le propre du Mangoro dont fait partie Karijata, une ethnie qui vit essentiellement dans la ville de Katiola. Cependant, l'activité de la poterie n'est pas sans difficulté. On a la difficulté, souvent pour aller prendre l'argile, on a besoin des tricycles pour aller prendre l'argile. Souvent les tricycles ne sont pas là pour aller prendre l'argile. On est obligé d'aller charger pour venir avec. Quand c'est comme ça nous fatigue beaucoup. Les difficultés évoquées au cours de la 7e édition du Festipop, Festival de la poterie et de la culture Mangoro, une plateforme d'échange pour la promotion des us et coutumes Mangoro. Le Festival de la culture et de la poterie Mangoro est une véritable vitrine de notre communauté et qui valorise notre patrimoine culturel et partant l'ensemble de la région du Hambor. Nous souhaiterons que la carrière bénéficie d'un titre de propriété afin de la sécuriser et la mettre à l'abri des violations dont elle souffre actuellement. Les autorités administratives et politiques de la région du Hambol ont encouragé cette initiative qui vise à pérenniser la culture de la région. C'est quelque chose de tellement important dans notre patrimoine qu'il faut nous tous pouvoir le valoriser. Où en sommes-nous avec le brevetage de cette activité qui est assez importante? Quand on sait qu'on peut labelliser cette activité pour ne pas que d'autres personnes la fassent, voilà pourquoi nous allons nous impliquer. La visite des stands d'exposition a permis au public d'apprécier le riche patrimoine culturel Mangoro. Nous sommes mercredi 18 août, date anniversaire de la chute de l'ancien président malien Ibeka. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, dont le régime était violemment contesté l'année dernière par un mouvement hétéroclite, rendait dans la soirée sa démission aux militaires qu'il avait conduit manu militari au camp de Kati. Un an après sa chute, d'aucuns estiment que le statu quo est là. Selon eux, les mêmes mots demeurent toujours, aucun changement significatif. Le gouvernement nigérien a décrété à partir de ce mercredi 18 août un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils par des djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, proche du Mali. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, on continue de compter les morts en Haïti. Le bilan du séisme survenu samedi dans le pays est passé mardi soir à près de 2000 morts. Les averses charriées par la tempête tropicale Grace sont venues prolonger le calvaire des habitants et pourraient provoquer de graves inondations. Au moins 1941 personnes ont été tuées, selon un bilan encore très partiel annoncé mardi par la protection civile haïtienne. Puisse ce pays se relever de toutes ces épreuves. À demain, 13h.